Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo avec Sylvie Jean à Cage. Forte de son expérience dans l'enseignement supérieur, elle va nous dire ce qui, elle, comme vous bientôt, lui a donné envie de venir travailler à Cage. Sylvie, bonjour. Bonjour Maximilien. Ravi de t'avoir avec nous. Comme je disais, tu as une très belle expérience dans le monde de l'enseignement supérieur et tu as fait il y a 2 mois le choix que vont faire les étudiants en prépa dans quelques jours. Exactement. Tu as fait le choix de Cage. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'école? Tout d'abord, ravissement partagé, cher Maximilien. On renoue avec notre rituel annuel de faire ce type d'interview. Écoute, j'ai choisi de rejoindre Cage parce que j'avais besoin d'un nouveau souffle dans ma carrière. Et j'ai souvent dit à mes étudiants que c'est important de savoir trouver le bon moment pour repartir, pour se rechallenger. Et puis, il y avait à mon compteur plus d'une dizaine d'années de direction de programme à l'EDEC, à Neoma et EM Lyon, dont les 2 gros PGE à Neoma et EM Lyon. Donc j'avais besoin de ce nouveau souffle. Et puis j'ai choisi Cage pour sa dynamique. Et puis surtout, tu le sais, je suis très attachée au top 10. Et le fait que Cage s'inscrive dans cette très belle dynamique de 8e place, de PGE à la 8e place dans pas moins de 4 classements. Donc ça a été assez important pour moi de rester dans ce top 10. Et puis, tu le sais, j'accorde beaucoup d'importance aux valeurs, notamment d'exigence et d'engagement. C'est ma marque de fabrique, où que je sois. Et ces 2 valeurs font partie des valeurs de Cage, donc ça a été très déterminant dans mon choix. Et oui, c'est vrai que tu disais que tu avais besoin d'un nouveau souffle. Alors, je ne l'ai pas évoqué en te présentant, mais est-ce que tu peux dire ce que tu vas faire à Cage, puisque effectivement, tu ne seras plus à la direction d'un programme? Voilà, donc j'ai décidé d'arrêter la direction de programme pure et dure pour une vue beaucoup plus large qui est celle du recrutement, le recrutement de l'ensemble des programmes de formation initiale de Cage. Donc c'est bien sûr le PGE, mais aussi les masters spécialisés, recrutement et puis tout ce qui accompagne le recrutement, c'est-à-dire tous les supports, brochures, le déploiement des équipes sur les salons, les journées portes ouvertes, etc. Et mon poste comprend également cette posture de conseillère, de consultante à l'interface entre les programmes et le recrutement. Donc j'apprécie cette nouvelle posture parce que je pense que c'était une façon pour moi de rebondir et puis de découvrir de nouvelles choses. Et donc, tu es arrivé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, avec un œil neuf dans une institution qui effectivement a beaucoup bougé ces dernières années. Quelles sont les premières observations que tu dresses? Quels sont pour toi les gros points forts de Cage? Écoute, c'est un mini rapport d'étonnement que je suis en train de faire avec toi, un étonnement très positif. Je suis complètement d'abord absorbée par cette dynamique qu'on observe à l'extérieur dans les classements. Cette 8e place, elle n'est pas volée. On la sent vraiment à l'intérieur de l'école. Il y a une très belle dynamique. Les équipes sont vraiment superbement mobilisées. L'irrigation aussi de la RSE, Cage a été pionnière en la matière et elle est bien présente. Et d'ailleurs, pendant les oraux, tu le sais, c'est une école qui a fait le choix de ne plus distribuer des goodies, mais plutôt d'associer les candidats à un geste symbolique, mais en tout cas de faire don à une association pour ce qui est de ce budget qui était traditionnellement consacré à des goodies. Donc l'irrigation de la RSE dans l'ensemble de l'école, dans sa stratégie, mais aussi au quotidien, les cours et les activités diverses et variées, bien sûr la vie associative. Et puis 3e dimension, alors là ça me coupe le souffle quasiment tous les jours, que ce soit à Marseille, on est à Marseille aujourd'hui, ou à Bordeaux, c'est vraiment la très grande qualité des infrastructures, donc des campus vraiment au niveau des standards, je pense, mondiaux, à la fois de par leur déploiement et puis la qualité des aménagements. Par exemple, ici à Marseille, on a une vue sublime là, sur
sur la nature, la pinède. On a entendu les cigales aujourd'hui. Et à Bordeaux, on traverse les vignes de Pessac et on arrive dans ce superbe bâtiment. Donc c'est vraiment des infrastructures où il y fait très bon vivre. Oui, effectivement, je confirme. Là, on est du coup à Marseille dans la nouvelle aile inaugurée il y a 1 an, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vrai que c'est très sympa en tout cas. Et donc les étudiants qui nous regardent là aujourd'hui sur Major Prépa vont intégrer le programme Grande École. Quels sont pour toi les points forts, les raisons de choisir ce programme Grande École? Oui, alors c'est un programme Grande École qui a été redesigné, puisqu'à la rentrée dernière, on a la directrice Aurélie Deslignes qui a fait un superbe boulot de redesign et surtout d'écriture d'une nouvelle signature, d'une signature pédagogique qui est propre au programme Grande École, qui est le Grow by Doing et qui s'inscrit dans le continuum avec les classes préparatoires, dans la mesure où cette signature repose sur deux fondamentaux. Penser différemment, et c'est ce qu'on apprend en classe préparatoire, et dans la prolongation de ce penser différemment, c'est agir ici et maintenant. Donc proposer aux étudiants des expériences académiques originales qui leur permettent d'apprécier à quel point leur formation en prépa est très utile et en même temps le comment mettre ces connaissances en action sur des sujets très divers tels que la prospective, mais aussi la RSE, on l'évoquait, et vraiment leur mettre le pied à l'étrier avec ces deux appuis, dont l'un qui est déjà acquis en classe préparatoire, mais on propulse vers d'autres objectifs, et notamment construire sa carrière. Alors, deuxième point fort de ce programme, c'est l'éventail des spécialités, beaucoup de spécialisations possibles, progressives, dès la première année. Il y a au semestre 2 la possibilité de commencer à mettre un petit orteil dans une spécialisation, quel que soit le domaine, marketing, finance, peu importe, mais c'est un trait d'union avec le premier stage, et puis surtout un avant-goût de ce qui va se préparer en Master 1, et notamment dans la perspective d'une césure, ou pourquoi pas, d'un apprentissage, en tout cas un parcours en apprentissage dès le M1, qui peut s'effectuer ici à Marseille, donc pour 2 ans, M1 plus M2, avec l'originalité, et c'est plus qu'une originalité, c'est un vrai point fort, parce que souvent, les étudiants ne partent pas en apprentissage dès le M1 parce que ça les prive d'un échange académique. Oui. Et ce qu'on a réussi à faire ici à Kedge, c'est de proposer les deux. Étant entendu que l'apprentissage peut se faire aussi en M2 et que en M2. Donc un gros volume de contrats possible, puisque Kedge dispose de son centre de formation des apprentis, et donc ça donne à l'école une très grande autonomie de production de contrats possibles, avec de très beaux partenariats entreprises qui nous permettent d'alimenter l'offre de contrats d'alternance. Et puis, juste sur l'alternance, je me permets de dire que c'est aussi hyper important, parce que pour ceux qui arrivent sur Marseille, finalement, et qui choisissent l'alternance sur 2 ans, ils n'ont qu'une année de frais de scolarité à payer. C'est aussi un gros dispositif d'ouverture sociale qui permet... Tout à fait, et c'est raccord avec nos engagements en la matière. Alors, sachant qu'on peut aussi démarrer sa première année à Bordeaux et venir spécialement à Marseille pour ces 2 ans de cycle master en apprentissage. Et puis, troisième point, l'international. Je considère qu'une école est vraiment internationale dès lors qu'elle-même est en capacité de s'installer à l'international. Donc c'est le cas pour Kedge en Chine et en Afrique. Il y a d'autres destinations à l'étude, mais là c'est top secret pour l'instant. Et donc ça montre toute la capacité de l'école à vraiment être internationale et être au cœur des enjeux de géopolitique. Là pour le coup, parce que quand on s'installe, il faut gérer avec les autorités locales, et là on est au cœur de la géopolitique. Voilà, les ambassades, etc., etc. Donc voilà vraiment les 3 sujets qui caractérisent bien sûr le programme Grande École.
Et donc, dans quelques jours, les étudiants vont recevoir leurs résultats d'admission. Puis après, il va y avoir le classement des vœux au CIGEM. Quel conseil tu donnerais aux candidats qui hésitent entre 2 ou 3 écoles pour faire le choix de leur école? Oui, ben c'est un sujet important. Pas plus tard que cet après-midi, j'ai invité un petit groupe d'étudiants à venir visiter la salle du conseil de l'école. Et leur montrer voilà, ce lieu chargé d'histoire, là où on prend les décisions dans les écoles, là où on va fixer la barre d'admission. Bref, ce sont des lieux chargés d'histoire. Et c'est vrai que l'histoire des écoles est importante. Et ce que je leur conseille, c'est de construire leur propre grille, parce que pour comparer, il faut mobiliser les mêmes critères. Ça, c'est un principe de méthodologie. Donc il faut choisir plusieurs critères. Parmi ces critères, bien sûr, celui du classement, mais pas seulement, parce que parfois entre voilà, la 7e, la 8e, la 9e, la 10e, la 6e, la 7e, la 4e, la 5e, ben, tout se discute à la lumière d'autres critères qui vont être ceux qui vont être choisis par chacun des candidats, chacune des candidates. Et c'est important de faire une liste de 4-5 critères et de prendre ce temps de prise de recul, de se rappeler les bons moments et peut-être les moments moins bons, passés pendant les oraux sur les campus. Je pense qu'il faut être objectif et pas se laisser embarquer par voilà, des représentations toutes faites, automatiques. Il faut prendre ce temps, je pense que ça nécessite au moins un bon matin, une bonne après-midi, une bonne nuit, je ne sais pas. Il faut choisir le bon moment et d'un dernier rendez-vous avec soi-même, parce que souvent je leur donne le conseil pendant les oraux de faire ce rendez-vous amoureux avec eux-mêmes. Et là, c'est le dernier rendez-vous. Et se parler, se dire, mais en pleine conscience, voilà, quels sont les critères les plus importants pour moi? Il y a bien sûr les projets, il y a aussi ses propres contraintes. On a parfois des contraintes familiales, tu le disais, financières. Et tout ça doit entrer en ligne de compte. Et voilà, la dernière touche, c'est se dire, mais j'ai croisé plusieurs collectifs d'étudiants. Quel est celui où vraiment je me suis sentie en harmonie, en accord avec moi-même, avec mes valeurs. Et je pense qu'il faut faire ce retour sur les valeurs. Les valeurs dans une vie, c'est la colonne vertébrale. C'est ce qui nous aide à aller de l'avant, à faire des choix. Voilà. On arrive à la fin de cet échange, donc de ce rapport d'étonnement, comme tu le disais. Est-ce qu'il y a un petit mot de conclusion que tu vas adresser aux préparationnaires qui nous regardent? Ben, encore une fois, c'est de rester fidèle à soi. Parce que dans la vie, on partage souvent ce sujet ensemble et ça me fait grand plaisir d'ailleurs, chaud au cœur. Je pense que la meilleure façon de rester debout dans la vie, c'est d'être soi-même, de rester fidèle à ses croyances, à ses préférences, à ses valeurs. Et je pense que c'est la meilleure, la seule chose que j'ai envie de leur dire à travers cette vidéo. Mais c'est ce que je leur dis quand je les croise dans leur classe préparatoire. Tu sais à quel point j'aime aller en classe préparatoire. Et quand je retrouve des candidats dans un TGV, sur un quai de gare ou sur un campus, ben c'est ce que je leur dis avec beaucoup de sincérité et de fidélité. Voilà, soyez fidèles à vous-même. C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup Sylvie. Merci Maximilien. Et merci beaucoup aussi à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur Major Prépa et puis bon courage pour cette période charnière dans votre orientation.